Nous sommes de retour dans ce live, il est 9h16 sur TV Finance. Comme chaque jour, on tente de vous donner des outils de compréhension et d'aide à la décision. Et pour ce faire, il y a notre interview économique, une séance pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chéron, stratégiste chez Zone Bourse, Bonjour. Stratégiste marché chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler Banque centrale ce matin, puisque donc la Fed, l'Australie récemment, la Fed ensuite et probablement la Banque d'Angleterre ont décidé de réduire leur soutien à l'économie locale, La BCE, elle, quant à elle, dit que, a priori, elle devrait maintenir son programme de soutien dans les mois qui suivent. Est-ce que vous pensez que cette stratégie de la Banque centrale européenne pourrait avoir une influence sur l'évolution de la parité euro-dollar ? Alors, sur l'euro-dollar, oui, tant qu'on a en fait un différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe, tant qu'on a des États-Unis qui souhaitent à terme monter leur taux d'intérêt et ce qui va tirer le dollar, et tant qu'on a une Europe qui va faire du quantitative easing et qui potentiellement va laisser les taux bas, on va avoir un différentiel de taux, on va avoir un dollar qui va être plus fort que l'euro, et donc on peut avoir la tendance de l'euro-dollar qui est en place déjà depuis plusieurs semaines à la baisse qui pourrait perdurer. D'accord, donc et à court moyen terme, du coup, ou on est plutôt sur... Tant qu'il n'y a pas de changement effectif de politique de banque centrale, tant qu'en fait une banque centrale va dans une direction qui est la normalisation des taux, qui est des hausses de taux à terme, et que l'autre botte en touche, eh bien on a une monnaie qui va être plus forte que l'autre. Ce qui est assez logique, du coup. Vous avez noté, comme nous, ces records historiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Est-ce que ces arrêts de soutien de la part des banques centrales pourraient avoir un effet relutif, un effet contraire sur l'évolution de ces marchés, de ces indices à court et moyen terme, du coup ? En tous les cas, les marchés ont l'air extrêmement confiants. Les publications des entreprises sont très bonnes. Le troisième trimestre est très bon pour la plupart des entreprises, des grands groupes internationaux qui donc montrent qu'ils savent faire face à l'inflation galopante dans leur zone. Si vous voulez, on peut faire un point sur pourquoi les indices en sont là. On est actuellement à 6950 points, presque 7000 points sur le CAC 40. On bat donc des records de 21 ans. Alors bon, rapidement, le CAC 40, quand on entend ça à la télé, quelqu'un qui débuterait en bourse a l'impression que la bourse n'est pas montée de 21 ans. Depuis 21 ans. Qu'on vient juste que quelqu'un qui aurait acheté en l'an 2000, aujourd'hui reverrait enfin son cours à zéro. C'est totalement erroné. En fait, on devrait utiliser le CAC 40 Gross Return en France, qui se comparerait au DAX, qui est un indice avec les dividendes réinvestis. Et le CAC 40 Gross Return était à 10 000 points en septembre 2000, au point haut de la bulle des technos, et est à presque 20 000 points aujourd'hui. Donc, même si on a acheté au pire de la bourse en l'an 2000, aujourd'hui, un investisseur qui a gardé ses actions depuis 20 ans gagne au moins 100%. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, du coup, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut considérer cette hausse comme factice, du coup, du fait de ce soutien des banques centrales ? Alors, j'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'une grande partie de cette hausse a été achetée à crédit, bien évidemment. Je suis venu sur votre plateau le mois dernier, je vous ai expliqué qu'en fait, par rapport à Evergrande, par rapport à l'immobilier chinois, les opérateurs avaient envie de voir le verre à moitié plein et non plus vide. On a mis le problème de l'immobilier chinois sous le tapis et on s'est dit, c'est bon. En termes de macroéconomie, on s'attendait à une normalisation des chiffres macroéconomiques. La normalisation est en cours, les chiffres restent robustes, donc c'est bon. En termes d'inflation, les opérateurs, les marchés se sont habitués à cette fameuse inflation transitoire qui pourrait durer 2 ou 3 ans, mais tant que c'est transitoire, tout va bien. Exactement. Et donc en fait, on est passé d'un mois de septembre où les gens avaient peur de certains points, l'immobilier chinois, l'inflation, les résultats d'entreprise, la macroéconomie, et un mois plus tard, on est rassuré sur tous ces points. La Chine est là, elle intervient sur son marché, elle veut restructurer son immobilier. L'inflation, on sait qu'elle est élevée. La macro va bien. La micro a été exceptionnelle. On attendait des résultats d'entreprise et on doutait de leur capacité à pouvoir continuer d'augmenter. Or, on a plus de 35% de hausse des bénéfices des entreprises du S&P 500. C'est gigantesque. Et en fait, historiquement, quand on regarde sur 100 ans la bourse, elle suit quoi ?
Elle ne suit pas la macro ou autre. Elle suit les bénéfices des entreprises. Tant que les bénéfices des entreprises montent, la bourse monte. Aujourd'hui, les bénéfices des entreprises sont sur des records historiques, donc la bourse est sur des records historiques. Donc, le fonctionnement habituel de la bourse n'a pas changé. Mais donc, justement, ces rachats d'actifs, cette fin de rachat d'actifs de la part des banques centrales devrait peser sur les trésoreries d'entreprise. Alors, deux choses. Pour finir, la première, c'est que on en est là aussi en grande partie parce qu'on a lâché 15 000 milliards. Entre les banques centrales et les États, en fait, on s'est acheté de la croissance, on a acheté une relance économique, des résultats d'entreprises, etc. Et dans des proportions gargantuesques. Donc peut-être qu'une bonne partie de ces très bons résultats et de cette macro tiennent uniquement parce qu'on a injecté comme des fous. Et ce qui va être intéressant dans les trimestres à venir, c'est de voir à quelle vitesse, une fois les soutiens se retirant progressivement, si notre monde économique va reprendre sa route comme avant. Sa vie normale, d'une certaine façon. Concernant votre deuxième question, votre deuxième partie, c'est on va dans un monde où il va y avoir moins de quantitative easing et des hausses de taux. Comment ça se fait que la bourse pourrait continuer à monter ? Eh bien, je vous donne une exclusivité. Déjà, d'une part, les hausses de taux qui sont réalisées en Australie ou qui pourraient être réalisées en Angleterre ou autres seront sporadiques. C'est un ajustement à la marge pour dire qu'on n'est plus dans des politiques de taux très bas et qu'on rentre potentiellement dans un cycle de normalisation. Sauf que il y a des zones qui le font là d'un petit coup rapidement. Pour ce qui est des deux principales zones, donc la Fed et la BCE, ils ne sont pas prêts d'arrêter leur soutien. La BCE, Christine Lagarde nous a dit hier qu'une fois le programme de soutien post-pandémique, on en mettrait un autre en place et que les taux n'étaient pas prêts de monter. Donc alors que les marchés anticipaient une hausse de taux en 2022, maintenant ils voient plutôt 2023. Et la Fed, hier soir, nous a dit on va arrêter de soutenir, mais très progressivement, et s'il y a quoi que ce soit, on peut en remettre. Et on va monter les taux, mais très graduellement. Et en fait, les marchés anticipent des hausses de taux en 2022 et en 2023, puis ensuite plus rien. Donc si je comprends bien, en fait, selon vous, il est probable... Attendez, la phrase c'est « les taux ne monteront jamais fortement à long terme » et les marchés le savent, parce que le coût de la dette aujourd'hui, mondialement, est incommensurable. Les banques centrales sont coincées. Je comprends, Nicolas. Du coup, est-ce que selon vous, donc je comprends que les indices vont poursuivre très probablement leur chemin vers les sommets. Probablement. En tous les cas, je vous explique pourquoi on y est. Pourquoi on y est, d'accord. Et quant à la fin de l'année, il faut savoir simplement que la périodicité est positive. Et donc, du coup, est-ce qu'il reste de la place ? Donc, je comprends qu'il reste un peu de place. Est-ce que vous auriez une classe d'actifs éventuelle à nous conseiller, ce que vous auriez en tête ? En fait, les big caps, cette année, les grosses capitalisations ont été très recherchées sur le marché français et font de très belles performances. Et là, je pense qu'avec les résultats, certains sont salués et d'autres engendrent des prises de bénéfices. On commence à voir des valeurs moyennes tirer leur épingle du jeu. Alors, certaines... comme des Richebourg par exemple dans le recyclage qui a cartonné cette année et qui continue sur sa course, mais d'autres dossiers, des valeurs moyennes qui se réveillent. Je pense par exemple à Wallix. Wallix, c'est un spécialiste de la cybersécurité. Donc des secteurs bien spécifiques, des valeurs un peu plus moyennes où il faut être un peu plus original et aller creuser un petit peu dans la cote, voilà, pour trouver des dossiers de qualité qui n'ont pas décalé. Et du coup, vous incluez les small caps dans votre... J'allais y venir, c'est en fait pour moi la classe d'actifs la plus délaissée ces dernières semaines. Et en fait, il y a un phénomène très particulier en fin d'année qui est le window dressing, l'habillage des comptes pour notamment les gérants. Et à ce moment-là, en fait, historiquement parlant, en tous les cas, on a des vagues de spéculation sur les small caps. Il se pourrait donc que fin novembre et pendant le mois de décembre, on ait toutes sortes de petits dossiers qui décalent à leur tour pour opérer leur rattrapage, étant donné que sur le papier, on sera quand même sur une année magnifique. Et donc, du coup, mais les small caps, c'est synonyme de faible volatilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas des dossiers quand même à regarder d'assez loin, même si sur le papier, la mariée est belle ? Il y a de la faible liquidité. Et ça peut être... il faut faire attention, effectivement. Il ne faut pas y aller avec de trop gros montants. En fait, il faut regarder les volumes moyens des 10-20 dernières séances et ne jamais détenir une position qui représente plus de 10% du volume moyen. De telle manière qu'on puisse rentrer et sortir facilement du titre. Très clair.
On finit avec le Bitcoin très rapidement, je crois qu'on est un peu en retard. Le Bitcoin qui prend plus de 300% en un an. J'ai lu une interview de vous dans Le Monde. Vous expliquiez que potentiellement le Bitcoin pouvait atteindre dans un premier temps les 66 000 $. Je crois qu'il a 62 000 aujourd'hui. Les 66 000 avec éventuellement un objectif à 80 000. Ouais. Comment vous expliquez cette tendance? C'est pas compliqué. Vous avez un marché action qui vient de passer en un an de 60 000 milliards de dollars à 120 000 milliards de dollars. Il gagne 60 000 milliards de dollars suite à l'injection de 15 000 milliards de dollars des intervenants. Et on s'étonne que 2 000 milliards de dollars soient allés se mettre sur cette classe d'actifs volatiles qui donne des performances hallucinantes. Aujourd'hui, il y a un nombre de nouveaux entrants et il y a une adoption mondiale pour les crypto-monnaies qui est énorme. Il y a un nombre de personnes qui en détient de plus en plus. Le nombre est fini, le nombre de personnes qui veulent en acheter, donc le prix monte. Et sans savoir si demain il va gagner ou perdre 30%, la seule chose que je peux vous dire et que je constate moi, c'est qu'il y a une adoption phénoménale sur les cryptos qui n'est en tous les cas pour le moment pas terminée. Donc partant du principe qu'on est dans une méga tendance haussière, je ne sais pas du tout si ce sera dans 3 mois ou dans 3 ans, mais sur le papier, voir une continuation de la hausse des cryptos. D'ailleurs, il y a une saisonnalité très positive pour la fin de l'année, tout comme sur le marché action. Donc vous voyez, ce n'est pas moi qui suis particulièrement haussier, je l'étais peut-être plutôt il y a un mois ou deux sur les actions et les cryptos. Maintenant, pour moi, on a atteint des objectifs majeurs. Mais en tous les cas, il n'y a pas de caillou dans la chaussure pour l'instant, ni des cryptos, ni du marché action pour les faire dérailler. Donc le Bitcoin est devenu une valeur refuge? Une valeur refuge contre l'inflation, une valeur de diversification, c'est très dur à classer quand même. Ok, je vous remercie Nicolas, merci pour votre temps, merci d'avoir été avec nous, merci pour vos explications. À bientôt. On se retrouve, à bientôt Nicolas, on se retrouve très vite, donc juste après une page de publicité, à tout de suite.